Sous la surface sans cesse changeante de l'océan se cache un monde complètement différent, vaste, inexploré, presque extraterrestre. C'est un royaume gouverné par les requins, au sommet de la chaîne alimentaire, depuis plus de 400 millions d'années, bien avant que les premiers dinosaures ne foulent la Terre. Des requins ont patrouillé ces eaux, et ils continuent de le faire encore aujourd'hui. Elles se présentent sous de nombreuses formes. Les requins ne sont pas que des chasseurs, ce sont des organismes de réglementation. Maintenir des populations de proies saines et un réseau trophique marin intact. Ces sens sont extraordinaires. Comme nous le verrons très bientôt, les requins ont bien mérité leur place de superprédateurs des profondeurs marines, alors que l'aube se levait sur les eaux peu profondes des Bahamas. L'un de ces prédateurs est à la chasse, la marée murmure à travers les mangroves. La lumière du soleil ondule sur les racines qui jaillissent du sable, comme des doigts noueux qui halètent. En dessous d'eux, l'eau scintille de vert et d'or. Ici, dans ce labyrinthe silencieux, la vie commence pour la progéniture de l'un des chasseurs les plus raffinés des océans. Élégants et pâles comme du bronze poli, les requins citrons, négaprions, les brevirostries glissent dans les chenaux complexes. Chaque lent mouvement de leur queue les propulse silencieusement vers l'avant. Chaque battement d'ailes remue les sédiments, formant des nuages de poussière qui flottent comme de la fumée dans le silence. Pour ces jeunes, c'est un monde d'apprentissage. C'est un terreau fertile pour l'abondance et le danger. Un mulet remue la vase en se nourrissant près des racines. Le jeune requin le perçoit avant même de le voir. Au fond de son museau, de minuscules pores détectent les faibles courants électriques qui pulsent des muscles du poisson. Son corps se tend, une vague de mouvement le parcourt de la tête à la queue, puis une explosion. L'attaque est instantanée. Le mulet disparaît en un clin d'œil. Le requin vire brusquement et reprend sa course. La marée monte, exerçant une pression sur les racines de la mangrove. Avec elle, les jeunes requins s'enfoncent plus profondément dans le labyrinthe. Maintenant, ils emménagent ensemble. Pas dans les écoles, mais en petits groupes dispersés. Deux glissent côte à côte, leurs mouvements parfaitement symétriques. Un autre les rejoint avant de s'en éloigner à nouveau. Pour un observateur non averti, cela pourrait passer pour une coïncidence. Pourtant, ces liens sont bien réels. Des scientifiques ont suivi ces mêmes individus pendant des années et ont constaté que ces amitiés précoces perdurent. Les requins citrons s'en souviennent. Ils reconnaissent leurs congénères habituels, partagent leur espace et chassent même à proximité les uns des autres. Ils sont étonnamment sociables. Une ombre qui passe au-dessus d'eux les surprend. Instinctivement, ils se dispersent dans la mangrove. La silhouette visible ci-dessus est plus grande et se déplace plus lentement. Un requin nourrice, danger. De jeunes requins citrons se posent près du sable, leur coloration presque estompée par la lumière filtrant à travers le ciel. Leur peau, d'un jaune pâle, brille au soleil, se fondant parfaitement dans le décor de la baie. Quelques instants plus tard, les ombres se dissipent et ils refont surface, ils bougent, ils se reposent, ils se nourrissent, ils se cachent. Elles se répètent. Les mangroves ne sont pas qu'un simple refuge, ce sont des forteresses. Ces racines filtrent la marée montante, retenant les sédiments, adoucissant les vagues et créant un cours d'eau paisible et riche en nutriments. D'innombrables créatures y prospèrent. Jeunes poissons, crabes et crevettes, tous acteurs essentiels de cet écosystème vital. Pour les jeunes requins citrons, ce sont leurs premières leçons de prédation. Ils apprennent à utiliser le timing, la discrétion et la patience. À midi, l'eau se réchauffe et les requins ralentissent. Ils recherchent les bancs de sable peu profonds où la lumière du soleil filtre à travers un voile d'algues. Là, ils se reposent, leurs nageoires émergeant de la surface comme des voiles jaunes pâles. Leurs yeux restent mi-clos, scrutant les alentours. Ils ne se sentent même pas complètement à l'aise dans le silence. La mangrove grouille de vie et le danger rôde à chaque ombre.
Un héron, perché sur une branche, observe, le bec acéré comme une lance, prêt à saisir le moindre poisson. De jeunes barracudas patrouillent les chenaux extérieurs. Tandis que le soleil décline à l'ouest, une douce transformation s'amorce. La marée monte vers l'extérieur. L'eau se retire des chenaux et avec elle, l'odeur de la haute mer s'intensifie parmi les jeunes requins citrons. Un malaise palpable se fait sentir. L'un d'eux, plus hardi que les autres, se laisse porter par le courant. Il glisse le long des dernières racines, dépassant des rideaux d'algues qui ondulent au rythme du courant. Le fond s'effondre. La lumière passe du doré au turquoise. Plus loin, le récif à découvert vous attend. Mais avant d'atteindre les profondeurs, le jeune requin revient. La mangrove est un refuge sûr. Pour l'instant, le large appartient aux prédateurs plus âgés et plus imposants. Un jour, il s'y aventurera, mais pas encore. Son monde demeure ici, parmi les racines enchevêtrées où il est né. Tandis que le jeune homme retourne furtivement dans le labyrinthe, la scène se déplace silencieusement vers les mers loin des côtes. Les femelles gestantes entament leur long voyage de retour vers leur lieu de reproduction. Elles ont voyagé pendant des mois en haute mer, guidées par une carte faite d'odeurs et de souvenirs. Chacune connaît la baie exacte où elle est née. À la fin du printemps, elles reviennent. Ici, sous le regard bienveillant et silencieux des mangroves, ils donnent naissance à une nouvelle génération. De minuscules répliques se détachent de leur corps, certaines nageant, d'autres chassant. Ainsi, le cycle recommence, comme il l'a fait depuis d'innombrables années. Au cœur de l'été, la nurserie grouille de vie. Les jeunes nés en début de saison sont devenus plus audacieux et plus habiles. Ils chassent désormais des proies plus grosses, même de petits poissons qui nagent trop près de la surface. Leur corps s'allonge, leurs muscles s'épaississent sous une peau douce et dorée. Ils explorent les limites de leur foyer, s'aventurant toujours plus profondément dans les canaux. Certains retrouvent leur mère sans le savoir. D'autres sont emportés vers le récif et ne reviennent jamais. Avec l'arrivée de la saison sèche, l'eau des mangroves s'éclaircit, la lumière du soleil pénètre plus profondément et la visibilité s'améliore. Les prédateurs vivant à l'extérieur deviennent plus actifs. Barracudas, tarpons et parfois un requin de récif attirés par l'abondance des nouveau-nés. La garderie n'est plus aussi sûre qu'avant. Les requins citrons les plus audacieux commencent à quitter définitivement le récif pour gagner le large. Ils ne reviendront pas avant des années. Ceux qui survivront atteindront 3 mètres de long et parcourront les plateaux continentaux et les pentes coralliennes. Avec le temps, lorsque leurs propres corps seront remplis de vie, eux aussi retrouveront leur chemin, ces mêmes mangroves, ces mêmes racines sinueuses où tout a commencé. À marée descendante, les chenaux de la mangrove s'apaisent. Un jeune poisson demeure près du rivage. Ses branchies s'ouvrent au contact de la salinité changeante, son corps ondulant doucement au gré du courant. L'instant se prolonge, puis d'un puissant coup de queue, il glisse vers l'avant. L'eau devient plus profonde. La couleur vire au bleu clair. Des massifs coralliens émergent du sable, tels d'anciennes tours. Les poissons perroquets broutent entre eux, les rayons se propagent à travers les faisceaux de lumière solaire. Le requin citron passe au loin, disparaissant parmi les branches du récif. Plus loin, des formes noires scintillent à la surface. Le prochain souverain de ces eaux peu profondes se déplace parmi elles. La grande barrière de corail se déploie sous le ciel du matin. La lumière du soleil filtre à travers les eaux peu profondes, se déployant en rubans d'or et de turquoise. Chaque tête de corail regorge de vie éponge. Les fans, anémones, tout ondule au rythme des lentes pulsations de la mer. Au sein de cette mosaïque vivante, des ombres patrouillent. Sveltes, avec le dos sombre et le bout des nageoires blancs, les requins à pointe noire, Carcharinus, Melanopterus, glissent juste sous les vagues. En dessous, des nuages de fusiliers scintillent et se dispersent, reflétant la lumière comme de l'argent liquide. Les requins tournent brusquement. Les corps se courbent en arc parfait.
Ses nageoires dorsales fendent la surface en formant d'élégants triangles. C'est la frontière du corail, là où la faible lumière rencontre la pleine mer. Au lever du soleil, la marée monte, apportant avec elle une vie nouvelle. Un petit groupe de requins à pointe noire se rassemble près d'un récif corallien, un amas de coraux émergeant du fond sableux. Ils nagent en formation dispersée, le meneur légèrement en avant et les autres suivant derrière. Un banc de mulets s'approche de trop près. Les requins réagissent à l'unisson. Le banc décrit une courbe, refermant le cercle et coinçant les poissons contre la paroi corallienne. La panique éclate dans un tourbillon d'éclats argentés. Un requin accélère, effectuant une embardée en plein virage, ses mâchoires se refermant sur sa proie. Les autres se faufilent à travers le banc dispersé, chacun prenant sa part. Cela ne dure que quelques secondes. Le groupe se disperse, lentement, presque languissant. Ils se dirigent vers le bord extérieur du récif, leurs mouvements fluides et sans effort au-dessus d'eux, les vagues se brisent en écume blanche, leur bruit étouffé en un bourdonnement sourd sous la surface. Les corps des requins luisent sous la lumière changeante du soleil bronze. Gris, blanc, parfaitement adaptés pour se fondre dans ce monde réfracté. À midi, le courant ralentit et l'activité diminue. Les requins à pointe noire se rassemblent sur un pilier corallien grouillant de labres et de gobies. Ils restent immobiles tandis que des poissons nettoyeurs filent rapidement le long de leurs flancs, débarrassant leurs branchies et leurs nageoires des parasites. La gueule des requins s'ouvre légèrement, révélant des rangées de dents fines. Mais ils ne font aucun mouvement pour mordre. Ses yeux sombres et immobiles restent impassibles. Ailleurs, d'autres requins à pointe noire se rassemblent. De petits groupes de femelles se reposent dans une partie du récif, les mâles dans une autre. Ils retournent sur les mêmes territoires, souvent accompagnés de congénères. Leur rencontre se déroule sans hostilité. Certains flottent côte à côte, suspendus dans l'eau, se laissant porter par le doux balancement de la marée. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucit, l'eau change de teinte. Des rayons dorés descendent à travers le turquoise pour atteindre le bleu cobalt profond. Les requins s'agitent à nouveau. La marée change, apportant avec elle une nouvelle odeur, celle des petits poissons emportés par le courant. Les requins à pointe noire de récif s'agitent en remuant la queue. Une fois de plus, ils se mettent en rang et chassent. Dans un jaillissement de liquide, un requin fond sur sa proie, se tordant en une spirale serrée. La proie tente de s'échapper vers le haut, mais il est trop tard. Les mâchoires du requin se referment brusquement dans une explosion de bulles. Un autre requin revient, profitant de la confusion. Il ne s'agit pas d'attaques aléatoires. La stratégie du groupe est précise. Chaque attaque oblige la proie à se mettre en travers du chemin d'un autre requin. La chasse terminée, les requins se déplacent vers les eaux plus profondes, le long du récif. Ils ralentissent le pas pour économiser leur énergie. Un requin solitaire glisse sous un surplomb et se pose à l'ombre. Ses branchies palpitent régulièrement tandis qu'il se repose, suspendu dans la pénombre. Pour l'instant, il reste immobile, mais toujours conscient. Contrairement à leurs congénères plus grands, les requins à pointe noire respirent par pompage buccal. Ils peuvent faire circuler l'eau à travers leurs branchies même à l'arrêt. Ce n'est pas le cas d'espèces comme le grand requin blanc, qui mourra presque certainement s'il cesse de nager. Même au repos, le requin à pointe noire suit les mouvements du récif. La lente dérive d'une tortue, le scintillement d'un éclair fugace. Le récif environnant regorge de vie. Les poissons perroquets broient le corail en sable. Les concombres de mer filtrent les détritus du fond marin. De minuscules demoiselles filent entre les branches coralliennes comme des étincelles. Chaque son, chaque mouvement alimente la grande machinerie de l'écosystème. Au fil des mois, la mer change. Les vents de mousson se concentrent loin au nord, créant des vagues à la surface de la mer. Les requins à pointe noire entament leur migration silencieuse, se déplaçant sur le récif au gré des saisons. Ils suivent la trace de leur proie, charriée par les marées sardines, poissons-lapins, de simples jeunes. Pour eux, le récif est une carte vivante qui s'étend sur des kilomètres. Alors que l'été touche à sa fin, le calme revient. L'eau se réchauffe. Dans les lagons peu profonds, abrités par le récif extérieur, les requins femelles trouvent refuge ici. Les vagues sont plus douces, le courant calme. L'une d'elles ralentit.
Tournant autour d'un petit banc de zoster où le fond marin luit faiblement, elle donne naissance à plusieurs petits, des répliques parfaites d'elles-mêmes. Chacune d'elles ne dépasse pas la longueur du bras d'un homme. Ils s'éloignent aussitôt à la nage, cherchant refuge dans les eaux peu profondes. Leurs nageoires ont déjà le bout blanc, scintillant comme du cristal poli dans l'eau claire, aucune mer ne reste. Les petits doivent se débrouiller seuls. Le lagon devient leur nurserie. De petits poissons virevoltent parmi les herbes hautes. Les crabes se faufilent parmi les débris de corail. Au changement de saison, les adultes regagnent les profondeurs du récif. Les cycles de lumière, de marée et de vie reprennent. Les requins à pointe noire continuent leur patrouille. Le soir cède la place à la nuit. La surface se teinte d'ambre, puis de violet avant de s'obscurcir. De petits poissons lanternes émergent des profondeurs. Le récif se met à briller de bioluminescence. Les requins à pointe noire ralentissent leurs mouvements, se réfugiant dans les anfractuosités coralliennes et les cavernes. Le courant se calme et le murmure du récif s'apaise. Seul le bruit des vagues lointaines persiste. Puis, un changement. Au-delà du plateau corallien, la mer s'approfondit en un bleu infini. Le récif se fond dans l'horizon. Devant nous s'étend la mer ouverte. 3. Requins, taupes bleues, le désert bleu, Pacifique central. Le Pacifique s'étend dans toutes les directions, un vaste désert bleu sous un soleil de plomb. Sans terre, sans récif, sans abri. Tout simplement, l'éclat infini de l'eau libre. La lumière du soleil pénètre en rayons dorés, se fondant dans l'obscurité cobalt, et de ce vide naît le mouvement. Un éclair bleu métallique. Il s'agit du requin, taupe bleue, Isurus, Oxyrhynchus. C'est l'incarnation même de la vitesse dans l'océan. Chaque ligne de son corps est conçue pour le mouvement. Sa peau, d'un bleu éclatant sur le dessus et d'un blanc immaculé en dessous, offre un contraste parfait avec le ciel et la mer. Ses yeux sont des miroirs noirs, grands et immobiles. Ils sont capables de détecter le moindre mouvement sur des centaines de mètres d'eau. Ils ne s'arrêtent jamais complètement. Pour le requin taupe bleu, l'immobilité est synonyme d'asphyxie. L'aube se lève par une faible lueur sur les vagues. Le requin taupe bleu nage en cercle dans la thermocline supérieure. La queue puissante décrit des arcs rythmiques. Puis, un éclair. De petits éclats argentés scintillent au loin, un banc de maquereaux miroitant comme un miroir en mouvement. Aussitôt, le requin taupe change de position. Ses nageoires pectorales s'inclinent légèrement vers le bas, son corps se tend d'impatience. La chasse commence. Il plonge le premier, disparaissant dans le bleu pâle sous le banc de sable. L'eau devient froide et dense. Puis, d'un seul coup de queue fulgurant, il bondit hors de l'eau. L'attaque est explosive. Dans certains cas, elle atteint près de 70 km/h. Le requin traverse le banc de maquereaux comme une balle traverse du verre. Les écailles se dispersent en nuages de poussière argentée. Un poisson disparaît entre ses mâchoires, puis un autre. L'eau ondule de bulles, puis le silence retombe. Le requin taupe se laisse porter par le courant, ses mâchoires travaillant méthodiquement, ses yeux scrutant les alentours à la recherche de retardataires. À un instant, il glisse immobile, économisant son énergie. La mer est froide ici, plus froide que son propre sang. À l'intérieur, des vaisseaux sanguins spécialisés, le rete mirabile, emprisonnent la chaleur générée par les mouvements musculaires constants, permettant au requin taupe bleu de maintenir une température corporelle supérieure à celle de l'eau environnante. Une fois nourri, le requin taupe bleu ralentit et nage le long de la thermocline. Son corps semble à peine bouger. Seule la queue se déforme, le propulsant à travers des kilomètres de désert. Il peut parcourir des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Parfois, elle remonte à la surface, franchissant le mince ménisque de l'océan pour replonger dans un rythme long et gracieux. Les heures passent. L'océan reste silencieux, hormis le grondement de la pression et le léger sifflement du plancton porté par des courants invisibles. Yeux du mako détectent à nouveau un mouvement. Ce n'est pas une proie, mais il y en a un autre exactement pareil. L'autre, légèrement plus petit, nage parallèlement à distance de sécurité. Ils glissent côte à côte pendant de longues minutes. Ce sont des chasseurs solitaires, mais il arrive qu'ils se croisent lors des longues migrations qui traversent les gyres du Pacifique. Sans prévenir,
le requin mako se retourne et fonce vers la surface. Une infraction est commise. Un instant, elle reste suspendue dans les airs, tournoyant sur elle-même, la lumière du soleil se reflétant sur sa peau mouillée, avant de retomber dans les vagues. Nul ne sait vraiment pourquoi il saute. Peut-être pour se débarrasser des parasites, peut-être pour entrevoir le monde extérieur, ou peut-être sans raison particulière. De retour sous les vagues, l'océan est plus calme. Le jour s'allonge et se vide. Le requin, taupe, plane lentement en patrouille, chasse à vue, par le sens de l'odorat, en raison de la faiblesse des signaux électriques émis par les muscles se contractant dans l'obscurité. Au fil des saisons, la migration du requin mako suit les courants invisibles du gir du Pacifique Nord. En été, il se dirige vers les zones tempérées, la Californie, le Japon et les côtes septentrionales, où les remontées d'eau apportent une nourriture abondante. En hiver, il se déplace à nouveau vers l'équateur. Un autre type de mission arrive en milieu d'année. Saison des amours. À un moment donné de leur longue migration, dans les vastes étendues entre les zones subtropicales, mâles et femelles se rejoignent. La parade nuptiale est brève et violente. Les mâles mordent les nageoires et les flancs des femelles, s'y agrippant fermement durant l'acte. Les cicatrices, visibles des mois plus tard, sont les seuls témoins de ce qui s'est passé. La fécondation marque le début d'une période de gestation qui peut durer plus d'1 an. Les embryons, nourris d'abord par le vitellus, puis par des œufs non fécondés, se développent en créatures robustes et féroces avant leur naissance. Le moment venu, les femelles recherchent les zones les plus chaudes du gir océanique. Eau subtropicale proche de la surface, à l'abri du froid des profondeurs. Elles y donnent naissance à un petit nombre de chiots complètement formés. Il n'y a pas de soins parentaux. Les jeunes nagent aussitôt, poussés par l'instinct d'entreprendre leur propre voyage sans fin. Beaucoup ne survivront pas. Mais ceux qui y parviendront suivront un jour les mêmes courants invisibles, retournant aux mêmes latitudes dans un cycle aussi ancien que l'océan lui-même. Alors que la lumière commence à décliner, la mer change à nouveau de couleur. L'océan qui entoure l'île Cocos s'anime avant l'aube. Loin du continent, ces falaises volcaniques se dressent comme des sentinelles dans le Pacifique oriental luxuriant. Émeraude, des sommets cernés par un champ bleu infini. Sous la surface, la base de l'île se fond en crêtes et en monts sous-marins. Ils émergent de l'abîme. Ces pentes sont recouvertes de corail, éponges, nuages de poissons. Des rayons lumineux traversent l'eau, et en eux, le mouvement commence, lent volontaire, augmenter sa densité, jusqu'à ce que la mer elle-même semble tourner. Ils arrivent par centaines, soignés, avec un dos en bronze pâle comme un fantôme en contrebas. Il s'agit de requins marteaux festonnés, Sphyrna, lewini. Leurs étranges têtes ailées, appelées céphalophiles, se déplacent de gauche à droite, percevant l'invisible. Elles se déplacent en formation parfaite, le banc tournant et se repliant comme un seul homme. Vu du ciel, on dirait de la fumée qui s'élève à travers l'eau. De l'intérieur, c'est un flux vivant de muscles. Au lever du soleil, leur nombre augmente. Certaines sont petites, d'autres énormes. De vieilles femelles à la tête et à la nageoire caudale larges et balafrées. Elles se rassemblent sur le mont sous-marin, attirées par la confluence des courants, de la température et de faibles signaux magnétiques. Des labres nettoyeurs volettent autour de lui, minuscules, courageux. Les parasites rongent les branchies et les nageoires. Les requins glissent lentement dans leur enclos, imperturbables. Chaque requin marteau incline légèrement la tête, scrutant les alentours. Le long des contours de son crâne étrange et aplati, des électrorécepteurs appelés ampoules de Lorenzini détectent de faibles champs électriques dans l'eau ici, où la lumière du soleil rencontre les profondeurs, les sens deviennent une carte. Le requin peut détecter les battements de cœur de sa proie, le pouls des camarades, même le murmure du champ magnétique terrestre. À midi, la formation s'est densifiée. Des centaines de spécimens. Ils s'enroulent en spirales ascendantes et descendantes, leur ventre pâle scintillant successivement. Il ne s'agit pas de groupements chaotiques. Ici règne un ordre, un rythme social dicté par la dominance. Les femelles les plus grandes occupent le centre, les mâles rôdent en bordure, gardant leur distance. Chez les requins marteaux, la hiérarchie rythme la journée. Ensemble, ils patrouillent le mont sous-marin, remontant à la surface avec la lumière et plongeant à la nuit tombée. Mais à la tombée du jour, la cohésion se dissout.
Un à un, les requins se dispersent et s'aventurent en haute mer. Le monde social d'aujourd'hui cède la place à la solitude. La lumière s'estompe, passant du doré au bleu, puis au noir. Une femelle solitaire se détache du dernier groupe. Elle descend le flanc du mont sous-marin vers des eaux plus sombres. Ici, le silence règne, seulement troublé par le lent crépitement des crevettes au loin et le doux murmure du courant. Elle incline la tête, la balançant de gauche à droite, recherchée. Sous le sable, le battement de cœur d'une raie camouflée la trahit. Le requin-marteau se retourne, lançant son attaque. Un mouvement brusque. Le sable se soulève tandis que la raie tente de s'échapper. Le requin frappe le premier, ses mâchoires se refermant avec un craquement sourd. Il effectue un virage complet, puis disparaît dans l'obscurité. À la tombée de la nuit, le monde du requin-marteau se métamorphose. Le plancton bioluminescent brille dans son sillage. Désormais seul, il erre pendant des heures, économisant son énergie en décrivant de lents cercles autour de l'île. À l'aube, il réapparaîtra parmi les autres. Pour les requins-marteaux, la lumière du jour est synonyme de sécurité au sein de la foule. Chaque matin, le banc de requins retourne au même mont sous-marin, souvent à la même formation rocheuse. Les scientifiques pensent qu'ils utilisent à la fois des repères anatomiques et la navigation géomagnétique pour s'orienter. Au sein du groupe, chaque requin connaît sa place, les femelles mènent les migrations. Elles donnent le rythme sur des centaines de kilomètres entre les stations d'alimentation et de nettoyage disséminées dans tout le Pacifique Est. Ce sont des prédateurs sociaux. Leur comportement grégaire réduit le harcèlement des mâles, désoriente les proies et allège la vigilance constante qu'exigerait la vie solitaire. Il y a communication ici, une inclinaison synchronisée, un changement profond, un pouls partagé dans le courant. Leur vie est rythmée par les grandes remontées d'eau océaniques. Lorsque l'eau froide et riche en nutriments remonte des profondeurs, elle amène avec elle des bancs de poissons suivis par les requins-marteaux. Depuis l'île Cocos, ils migrent vers le sud-ouest jusqu'à Malpelo, puis au-delà vers les îles Galapagos. En été, lorsque le plancton prolifère et que les proies abondent, les bancs de poissons augmentent considérablement, puis, silencieusement, les femelles commencent à disparaître. Elles quittent les îles ouvertes pour gagner les eaux continentales peu profondes, parcourant des centaines de kilomètres jusqu'à des côtes que peu d'humains aperçoivent. Là, à l'abri des baies chaudes et des mangroves, elles donnent naissance à des petits vivants. Petites répliques parfaites, pas plus longues qu'un avant-bras. Un temps, ces nurseries les protègent des dangers du large. Les mères ne restent pas. Des mois plus tard, elles reviennent, amaigries et marquées par les épreuves, le cycle recommence. L'école se reforme. Les mêmes monts sous-marins, la même lumière du soleil, la même lente danse des profondeurs. Maintenant, alors que le soleil se couche et que la lumière vire à l'indigo, les tortues-marteaux se font de nouveau rares. Leurs longues ombres s'étendent sur les pentes coralliennes, puis un à un, ils disparaissent dans l'obscurité. L'eau refroidit rapidement, la pression augmente. Les couleurs s'estompent. Les dernières lueurs de lumière à la surface s'estompent dans l'obscurité. Tous les sons s'estompent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le lent pouls du courant. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la mer reste immobile. Pas de vent, sans vagues. Une simple plaine bleue scintillante s'étendant à perte de vue. Voici la mer des Sargasses, le cœur immobile de l'Atlantique. Ici, la surface ondule sous un voile de chaleur, interrompu seulement par des tapis flottants d'algues dorées. Sous ces radeaux enchevêtrés, la vie se rassemble en miniature, crevettes, poissons juvéniles, des crabes pas plus gros qu'un ongle. Et tournant en dessous d'eux, lent, pas de précipitation. L'ombre d'un chasseur glisse, un requin longimane, Carcharinus longimanus. Ses nageoires, d'un blanc éclatant, contrastent avec le bleu saphir profond de l'eau, comme peintes par le soleil. Leurs extrémités larges et arrondies scintillent à chaque mouvement. Le corps du requin est massif et musclé, taillé pour l'endurance. C'est un animal fait pour errer. Sa peau, d'un bronze éclatant, scintille sous la lumière et ses mouvements, assurés et maîtrisés, semblent épouser la trajectoire de l'océan. Elle contourne les sargasses dérivantes avec une grâce mesurée. L'eau est d'une clarté cristalline, offrant une visibilité à des dizaines de mètres à la ronde. Dans ce désert au milieu de l'océan, il n'y a pas de récif,
pas de côte. Il n'y a nulle part où se cacher. Seulement quelques îlots épars de mauvaises herbes. Le requin les examine un à un suivant les faibles odeurs et les impulsions électriques des créatures qui s'abritent en dessous. Un léger mouvement de sa queue, une inclinaison de sa nageoire pectorale, et il glisse vers un groupe de poissons qui s'agitent paniqués parmi les algues, une poussée, une bouchée. L'eau éclate dans un bref éclair d'écaille. Puis le silence revient. Le requin longimane est patient et curieux, il ne se presse pas. Chaque ride mérite d'être examinée. Une méduse dérivant à la surface palpite légèrement. Le requin la frôle, la teste, puis poursuit son chemin. Une jeune tortue s'arrête pour se reposer dans les sous-bois. Le requin tourne une fois, deux fois, évaluant la situation. La tortue plonge, sauvée par l'indifférence du requin. Pour le requin à pointe blanche, toutes les rencontres ne se soldent pas par une proie. Les heures passent. Le soleil tape fort. La surface scintille comme du verre en fusion, puis un parfum. Faible, mais net. Huile, sang, pourriture. Le requin vire brusquement suivant la trace invisible. Un marlin mort flotte devant lui, son corps massif se balançant paresseusement dans les vagues. En quelques minutes, le calme est rompu. Au-delà de l'horizon, d'autres formes apparaissent, plus de pointes blanches. Attirés par le même signal véhiculé par les courants, ils convergent lentement, encerclant la carcasse. Le premier arrivé s'approche avec prudence, sa nageoire dorsale fendant l'eau. Un autre glisse à ses côtés, le corps rigide et les nageoires pectorales abaissées. C'est un geste de dominance. Le premier cambre le dos en réaction. Un troisième effectue une brève poussée explosive, briser la surface avant de reprendre sa forme initiale. Ce sont les signaux de négociation permettant de décider qui mange en premier, puis commence le repas. Les requins attaquent de toutes parts, lacérant le flanc du marlin. Des bulles éclatent à la surface et des éclairs d'ailerons blancs marquent chaque virage violent, c'est le chaos. Pourtant, au sein de cette frénésie règne un ordre. Chaque requin sait quand s'approcher, mordre puis se retirer. Des morceaux de viande flottent au loin, s'enfonçant lentement en spirale dans les profondeurs. En quelques minutes, le marlin est réduit en miettes. Les requins se dispersent aussi soudainement qu'ils s'étaient rassemblés. Le silence retombe, seulement troublé par le bruissement des crevettes sous les algues flottantes. Le requin à pointe blanche reste immobile, tournant en rond. Ses branchies s'ouvrent avec effort, mais son rythme reste constant. Son œil noir et immobile scrute le vide. Il ne connaît pas la peur. Ce requin se nourrit de curiosité. Les requins à pointe blanche de récif sont attirés par tout ce qui est inconnu dans leur habitat. Ils suivent les navires depuis des siècles, traquant les sillages des paquebots et des bateaux de pêche. Les marins les appelaient autrefois les loups de la mer. Ils surgissaient de nulle part, suivant les épaves et les débris, se nourrissant de tout ce que l'océan leur offrait. Aujourd'hui encore, ils s'approchent hardiment des plongeurs, les encerclant et les observant avec l'intelligence calme d'un prédateur. Mais aujourd'hui, leur présence est devenue rare. Autrefois, parmi les requins les plus communs du large, leur population a considérablement diminué. Les vastes gyres océaniques qu'ils dominaient jadis sont désormais désertés, privés de bancs de thon et de flottes de pêche. Pourtant, le cycle de la vie se poursuit. Le requin se laisse porter par le courant, suivant les cercles invisibles de l'Atlantique. Les eaux chaudes caressent son parcours, traçant des boucles qui mettent des mois à se parcourir. Des Caraïbes aux Açores, de la dorsale du Cap-Vert au dorsal médio-atlantique. Au cours de son voyage, il traverse des zones de convergence où les courants se rencontrent et emprisonnent la vie dans de longs cordons dérivants. Là, la prolifération de plancton attire les petits poissons, ce qui, à son tour, attire les plus grands chasseurs. La reproduction est peu fréquente, imprévisible. Les mâles parcourent de grandes distances à la recherche de femelles réceptives. Lorsqu'ils se trouvent, l'accouplement est bref, souvent brutal, et laisse des cicatrices sur les nageoires des femelles. La gestation dure 1 an ou plus. À terme, les femelles se retirent dans les zones calmes et chaudes du gir océanique. Loin des prédateurs, là, dans le calme bleuté, elles donnent naissance à une poignée de chiots. Ils naissent tous avec les mêmes nageoires à pointe blanche. Les jeunes s'éloignent aussitôt, entamant une vie d'errance solitaire dans l'immensité de l'océan. Les semaines passent.
Ici, les saisons changent imperceptiblement. Il n'y a ni marée, ni tempête. Seulement le lent flux et reflux des courants et l'éternel cycle de la lumière et de l'obscurité. Le requin longimane chasse quand il le peut. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Apprenez à connaître cette mer intimement. Chaque changement de température, chaque changement de salinité, chaque parfum qui se mêle à l'eau. À présent, avec la tombée du soir, la surface s'aplanit à nouveau. La lumière s'adoucit, passant de l'or au violet, et l'horizon se fond dans la brume. Le requin remonte à la surface, la brisant du bout de sa nageoire dorsale. Puis, un mouvement. Les restes du marlin, à moitié dévorés et déchiquetés, sombrent dans la lumière déclinante de petits poissons picorent les restes. Le poisson à pointe blanche décrit à nouveau un cercle puis s'éloigne à la nage. Pendant ce temps, 1000 mètres plus bas, la lumière se fond dans le gris. La portée du soleil s'estompe jusqu'à disparaître. Il ne reste plus qu'une légère brume argentée, tremblante de froid. Le fond marin s'étend comme une lune stérile, crête de boue. Des ossements éparpillés, l'architecture silencieuse d'un monde sans jour. Et à travers ce silence, quelque chose s'agite, une ombre, lent, immense. Elle émerge des ténèbres. Ses yeux brillent d'une teinte verte, reflétant les plus faibles lueurs de lumière. Le requin a 6 branchies, Exanthus griseus, aussi ancien que les profondeurs elles-mêmes, se meut avec le calme mesuré du temps incarné. Son corps est énorme, près de 5 mètres de long. Sa peau, gris ardoise et parsemée de cicatrices pâles, ondule sur des muscles puissants sur son flanc. 6 grandes fentes branchiales s'ouvrent et se ferment de façon rythmique. C'est une caractéristique qu'aucun requin moderne ne possède. Son museau est large, ses dents petites mais dentelées en rangées qui évoquent le broyage plutôt que le découpage. Le requin à 6 branchies glisse près du fond, juste au-dessus des sédiments, là où l'eau s'épaissit sous l'effet du froid et du calme. La nourriture est rare ici. La survie engendre la patience. Les yeux du requin balayent l'eau de gauche à droite, grands ouverts. Ils perçoivent la moindre lueur de bioluminescence, le scintillement d'un poisson lanterne à la surface, le pouls d'une méduse descendant du monde lumineux. Mais ce soir, une autre odeur agite les eaux, faible, mais indéniable. L'odeur de la mort. Le requin à 6 branchies décrit des cercles, suivant la trace invisible. À chaque coup de queue, son corps massif ondule vers l'avant, presque sans bruit, le courant charrie l'odeur de la surface, huile, chair et décomposition, le signe indubitable d'une carcasse de baleine. Elle s'élève, toujours plus haut, à travers la douce obscurité, puis une forme émerge. Une montagne de chair blanche gisait sur le fond marin. Une baleine échouée, désormais au centre d'un monde éphémère des myxines, se tortillait sur son corps, luisant de mucus. Anguilles et grenadiers rôdaient sur les bords, surgissant et disparaissant comme des voleurs. Un requin dormeur du Groenland, lent et énorme, déchire silencieusement une nageoire. Le requin à 6 branchies s'approche, ses mouvements lents fendant la foule. Les plus petits charognards se dispersent, mais les myxines restent, imperturbables, s'enfouissant plus profondément dans la carcasse. Le requin se rapproche, ouvrant ses mâchoires. Sa gueule est énorme, les dents s'enfoncent dans la graisse. Il claque violemment la tête, arrachant un morceau de la taille d'un pneu. La chair remonte lentement, formant des bulles qui s'élèvent comme des nuages. Il mord à nouveau. Pendant une demi-heure, il se nourrit. L'eau se trouble d'huile et de sédiments. Une fois rassasié, il s'éloigne à la nage. Son ventre est légèrement gonflé. D'autres arrivent. D'autres poissons à 6 branchies, plus petits, peut-être plus jeunes. Ils se nourrissent ensemble, tranquillement, sans se soucier de hiérarchie ni de rivalité. Dans ces profondeurs, l'agression est superflue. Les richesses de l'océan sont rares, mais lorsqu'on en trouve, il y en a assez pour tous. Lorsque le banquet s'achève, le silence revient. Les myxines reprennent leur travail, nettoyant les restes. Le requin décrit un dernier cercle puis plonge, ne laissant derrière lui que la faible lueur de la baleine en décomposition. Il s'enfonce plus profondément, dans l'obscurité infinie. La pression augmente, la température chute, mais le requin n'est pas inquiet. Leur métabolisme est lent, ses muscles sont performants. Chaque nuit, des milliards de minuscules créatures, comme des crevettes, des poissons lanternes et des calmars,
remonte des profondeurs à la surface pour se nourrir dans l'obscurité. Le poisson à 6 branchies les suit, s'élevant sur des centaines de mètres. Pour lui, c'est un rythme quotidien, une marée verticale. Aux alentours de minuit, il glisse dans la zone médiane de l'eau. C'est ici que la faible lueur bleue du crépuscule scintille haut dans le ciel. Ici, le requin chasse. Un banc de calmars flotte à proximité, leur corps vibrant d'une faible lueur rouge. Le requin approche par en dessous, invisible dans l'obscurité soudain, dans un éclair. Il attaque, ses mâchoires se refermant sur l'un, puis sur l'autre. Les calmars se dispersent dans une explosion d'encre et de lumière. Le requin fait demi-tour, avalant tout ce qu'il a attrapé, puis le silence retombe. Au printemps, bien en dessous des pentes continentales, le rythme des profondeurs se modifie. Les mâles du Vivano à 6 branchies recherchent les canyons, de vastes tranchées creusées dans le fond marin où convergent les courants et où la vie s'anime dans l'ombre. Là, sous le poids de 1000 mètres d'eau, ils s'accouplent. Les mâles mordent les femelles pour les maintenir fermement, laissant des cicatrices en forme de croissant sur leurs flancs. Des mois plus tard, les femelles gestantes se retirent sur des pentes plus calmes, dans des endroits aux sédiments meubles et aux courants faibles. Elles y donnent naissance à des petits vivants, une 50aine environ, chacun mesurant 1 mètre, chacun étant une parfaite miniature de sa mère. Ils émergent dans un monde sans lumière du soleil, guidés uniquement par leur instinct. Dès leur naissance, ils savent planifier, chasser et disparaître. La vie du requin à 6 branchies se déroule à un rythme inimaginable pour le monde de la surface. Il grandit lentement, atteint sa maturité tardivement et vit des siècles à présent, alors que le cycle nocturne s'achève, le requin entame sa descente. Les créatures de surface se retirent, replongeant dans les abysses, le poisson à 6 branchies suit, attiré vers le bas par la pression et le calme. L'eau devient plus froide et plus dense. Le bleu pâle s'estompe pour laisser place au noir. La carcasse de la baleine dont il s'est nourri commence à se décomposer. Chaque fragment de tissu, chaque particule qui dérive, devient nourriture pour de plus petites créatures. Des vers colonisent les eaux. Des crabes fouillent les restes. Le requin passe une dernière fois, puis il s'enfonce plus bas sur la pente, vers les plaines ouvertes. Là où la lumière n'a jamais pénétré, il n'y a pas de couleur ici sans point de repère. Aucun son, hormis le battement de ses branchies. En contrebas, quelque chose de faiblement lumineux commence à s'élever. C'est le royaume du fantôme des profondeurs. 3000 pieds sous le plateau continental japonais. Il n'y a pas de son. L'eau exerce une pression comme une pierre noire, infinie. Ici, la lumière du soleil est un mythe. Seule la faible lueur des créatures bioluminescentes trouble le vide. Et puis, surgissant des ténèbres, quelque chose s'agite. Il se déplace lentement. Avec une grâce étrange, presque surnaturelle. Sa peau, rose pâle et presque translucide, luit faiblement sous la lumière diffuse. Les veines parcourent la chair comme de fins fils bleus. Le corps est long, doux, un peu nul, adapté non pas à la vitesse mais à la patience. Son visage est prolongé par un long museau aplati. Regorgeant d'électrorécepteurs, il se déplace légèrement en balayant l'eau. Il s'agit du requin lutin, Mitsukurina, Aufstoni, le fantôme des profondeurs. Il glisse à quelques centimètres au-dessus de la vase, sa queue ondulant lentement et régulièrement. Ses petits yeux scrutent l'obscurité, mais il ne se fie pas à la vue. Il sent l'océan, grâce aux minuscules signaux électriques des poissons cachés, le rythme des cœurs qui battent dans l'eau. Il glisse le long d'une pente rocheuse, marquée par des siècles de glissements de terrain sous-marin. Des amphipodes transparents frémissent près de la surface des sédiments, se nourrissant des détritus qui tombent de la surface. Le requin passe parmi eux, les dispersant. Puis il ralentit à nouveau, en attente. Le temps s'étire. Ici, rien ne se passe vite. Un éclair rompt la monotonie, une lumière, petite, rapide, le pouls d'un calmar. Il apparaît, ses tentacules ondulants comme des rubans. Le requin lutin le perçoit, se penche légèrement et reste immobile. Un instant, le silence règne, puis le mouvement. La mâchoire se projette vers l'avant avec une vitesse surprenante. Toute la partie inférieure de son visage se déploie comme un piège mécanique. Sa gueule double de longueur en un instant, ses dents acérées comme des aiguilles, luisant d'un blanc inquiétant. L'attaque est silencieuse mais violente. Le calmar disparaît.
Ses mâchoires se rétractent, se repliant soigneusement sous son museau. Le requin avale une fois et reprend sa lente dérive spectrale. Son attaque quasi élastique est propulsée par des tendons qui emmagasinent de l'énergie potentielle à la manière d'une arbalète. En l'absence de lumière, il a sacrifié la vitesse à la précision, la vision à la perception des vibrations. Il en résulte un chasseur qui ne bouge quasiment que lorsque c'est absolument nécessaire. Et puis, ça se déplace plus vite que l'œil ne peut le suivre. Il rencontre rarement d'autres individus de son espèce. Le requin lutin est totalement solitaire, vestige d'un océan ancien, un animal dont les ancêtres nageaient dans ces mêmes fosses à l'époque où les dinosaures régnaient sur Terre. Sa forme est restée inchangée depuis plus de 100 millions d'années. Ici-bas, l'évolution progresse lentement. Il dérive le long du bord d'un canyon sous-marin, son museau scrutant le vide. Toutes les quelques minutes, il s'arrête, immobile. Parfois, il remonte légèrement à la surface, là où l'eau est un peu plus chaude et riche en plancton. Les petits poissons lanternes se regroupent dans ces couches. Elles brillent faiblement, leur ventre palpitant d'une lumière bleu-vert. À l'approche du requin, ils se dispersent et disparaissent dans l'obscurité, il ne les poursuit pas. Le requin lutin traque rarement ses proies. Il attend plutôt les imprudents, ceux emportés par le courant, ceux qui se déplacent lentement. Son métabolisme est extrêmement lent. Il peut survivre des jours, voire des semaines, sans se nourrir. Chaque repas suffit à le soutenir durant de longs silences. Même sa reproduction demeure un grand mystère. Les scientifiques savent qu'elle donne naissance à des petits vivants, mais personne n'a jamais observé l'accouplement ni la mise bas. Les seuls indices proviennent de spécimens capturés de femelles gestantes avec des embryons en développement et le cordon ombilical encore attaché. Certains soupçonnent que les jeunes naissent sur des pentes abruptes proches des plateaux continentaux. D'autres pensent qu'elles remontent saisonnièrement vers des eaux moins profondes pour mettre bas, puis disparaissent dans les profondeurs. La durée de vie du requin lutin peut dépasser 60 ans, voire plus. Chaque décennie, il emprunte les mêmes routes silencieuses. Il arrive que les courants changent, l'eau froide des abysses remonte, charriant des nutriments des profondeurs. Le requin lutin la suit. S'élevant de quelques centaines de mètres dans la pénombre autour de lui, de petites créatures flottent à la surface, copépodes, crevettes et minuscules méduses qui scintillent comme des lumières chatoyantes. Le requin se déplace parmi eux. Puis, sans prévenir, il attaque de nouveau, mordant violemment un poisson-chat de passage. Ses mâchoires s'ouvrent, se referment et se rétractent. Un autre éclair de mouvement, un autre instant d'immobilité. Les heures passent. Le courant s'intensifie, ramenant à la surface plancton et détritus. Le requin lutin émerge avec lui. La couleur de l'eau change, du noir à l'indigo profond, de l'indigo au bleu acier. Ici, la pression diminue. L'eau se réchauffe. Un faible rayon de soleil filtre. Le requin s'arrête. Plus haut, des milliers de mètres plus haut, l'océan scintille sous la lumière du jour. Au loin, la terre du Japon se profile, invisible. Mais le requin lutin n'appartient qu'à cet espace intermédiaire. Pendant ce temps, une nouvelle aube se lève sur False Bay. L'air est calme, la mer est un miroir, pâle, froid. Le long de la crête accidentée de Seal Island, des milliers d'otaries à fourrure du Cap s'agitent. Un flot incessant de corps sombres et élancés, ils aboient et se poussent mutuellement au bord du précipice. Leurs cris résonnent sur l'eau. En dessous d'eux, cachés par les ombres, quelque chose d'immense se meut en silence. Un grand requin blanc, Carcharodon, Carcharias, glisse sous la colonie, le regard fixé sur le ciel, son corps se balançant avec une parfaite maîtrise, il décrit des cercles. 2 fois. Tous ses sens sont en alerte maximale. Des rayons de lumière percent la surface. Vu d'en haut, l'océan paraît vide. Vu d'en bas, c'est un théâtre d'anticipation. Le requin évalue la distance et le temps, la remontée des phoques, le changement de lumière, le reflux de la marée. Il patiente. Soudain, un phoque se glisse dans l'eau. Aussitôt, le requin se met en mouvement. Les muscles de ses flancs se contractent. Ses nageoires pectorales s'abaissent. Sa queue se contracte 1 fois, 2 fois. Le phoque plonge en zigzagant entre les faisceaux lumineux. Un instant, il est en sécurité, puis le requin accélère. En moins de 2 secondes, il surgit des profondeurs. Un éclair argenté et blanc. L'eau jaillit en un jet.
Les grands espaces blancs, tournoyant dans les airs, les mâchoires s'ouvrent. Le phoque a été pris au piège en plein virage. La gravité les emporte tous les deux dans une collision tonitruante. La mer se calme, dérive d'écume. Le silence revient. Le prédateur replonge, laissant derrière lui une traînée de sang en volute légère. Son corps se détend, ses mouvements ralentissent. Il dérive maintenant dans des eaux plus fraîches, son rythme cardiaque se stabilisant. Les muscles qui ont permis l'embuscade s'échauffent intensément. À chaque chasse explosive succèdent des heures de repos. À midi, le requin nage près de la thermocline, à 20 mètres de profondeur. Les reflets du soleil ondulent sur sa peau. Grise ardoise sur le dessus, blanc en dessous, un camouflage parfait pour le prédateur comme pour la proie. Le grand requin blanc est un chasseur solitaire. Bien que jamais totalement isolé, autour de Seal Island, plusieurs requins partagent les mêmes zones de chasse. Ils se connaissent bien. Ils affirment leur dominance par leur posture, non par la violence. Ils cambrent le dos, nagent en lents cercles, frappent l'eau de leur queue et envoient un message. Les effusions de sang sont rares. Chaque requin respecte la hiérarchie. Lorsque le soleil est haut dans le ciel, l'île retrouve son calme. Les phoques restent à terre, sur leur garde après les embuscades du matin. En contrebas, les requins se reposent dans les eaux plus profondes. Certains gisent immobiles dans des zones fraîches, oscillant entre veille et sommeil. D'autres patrouillent les ombres au-delà du récif. Chaque grand requin blanc porte en lui la mémoire de ses routes et de ses mers. Les scientifiques les ont suivis à travers des bassins océaniques entiers, guidés par le magnétisme, la température et l'odeur. Au large des côtes sud-africaines, ces eaux constituent des zones d'alimentation. Mais le changement de saison est imminent. Avec l'arrivée des courants d'hiver remontant vers le nord, les proies se disperseront. Les requins se dirigeront alors vers le large en direction de la haute mer. Une femelle, plus imposante que les autres, quitte l'île. Elle porte les stigmates d'anciens combats, des lignes irrégulières sur son flanc. Blanche et marquée par les cicatrices, contrastant avec le gris, elle s'est bien nourrie. À présent, son instinct la pousse vers d'autres horizons. Sa migration commence. Des milliers de kilomètres vers des mers plus chaudes. Pendant des semaines, il longe le plateau continental. Des thons scintillent sous sa trajectoire. Des dauphins traversent en groupe, leurs clics s'estompant au loin. Parfois, il remonte à la surface pour explorer une odeur. Un banc de poissons, une carcasse dérivant, mais il se nourrit rarement. Son voyage est long et sa faim refoulée. Le grand requin blanc est fait pour voyager. Sa queue en forme de croissant le propulse sans effort. Son foie riche en huile lui assure la flottabilité nécessaire pour parcourir de grandes distances. Dans le Pacifique, il rencontre des courants chauds qui charrient du plancton et des proies. Les jours passent, la lumière se réchauffe, la mer devient plus bleue. En dessous, les profondeurs regorgent de vie, calmars, marlins et tortues. Au-dessus, des frégates fendent le ciel. Le navire approche des îles Neptune, au large des côtes sud de l'Australie. Un autre point de rencontre saisonnier où les courants froids croisent les courants chauds, les hommes patrouillent ici. À son arrivée, il nage lentement en cercle dans les eaux peu profondes, ombragées d'algues. L'eau est imprégnée de l'odeur des otaries. Du haut des rochers, les animaux aboient et plongent dans les vagues, insouciants du géant qui rôde en dessous. Le requin attend. La chasse ici est différente. Les otaries sont plus rapides et plus agiles parmi les denses herbiers d'algues. Le requin s'adapte. Il privilégie la furtivité à la vitesse, guettant ses proies depuis les profondeurs, à la tombée de la nuit. Dès qu'une occasion se présente, un jeune lion de mer s'aventurant trop loin, il frappe. L'attaque est fulgurante, l'issue inévitable. Entre deux chasses, elle fait le tour des îles, se déplaçant à travers des couloirs d'eau plus froides. Les mâles s'approchent avec prudence, leurs petits corps paraissant minuscules à côté d'elle. Ils la frôlent doucement, tournent autour d'elle et l'évaluent. Parfois, ils la suivent pendant des heures, calquant leur allure sur la sienne. L'accouplement est rare ici. La parade nuptiale est discrète. Mouvements synchronisés, contact occasionnel. Si elle réussit, elle donnera naissance plus tard à ses petits loin de ces îles. Dans les eaux côtières plus chaudes, où le danger est moindre et la nourriture abondante, la gestation dure près de 18 mois, une des plus longues chez les requins. À la naissance, les petits sont déjà impressionnants, mesurant plus d'1 mètre de long.
Dès leur première bouffée d'eau salée, ils deviennent des prédateurs. Leur mère ne les reverra jamais, son rôle est terminé. Elle retourne en haute mer. Au fil des mois, les saisons changent à nouveau. L'hiver austral approche et des courants froids remontent de l'Antarctique. Avec eux, les requins reviennent, attirés une fois de plus par les colonies de phoques d'Afrique du Sud. Migration, alimentation, reproduction. Tout continue comme depuis des dizaines de milliers d'années. La femelle se rapproche à nouveau du continent. L'eau se refroidit, l'air se glace, elle glisse le long du plateau continental, s'élevant vers la silhouette familière de l'île aux phoques. Au-dessus d'elle, les mêmes cris résonnent dans les vagues. Il fait demi-tour à 2 reprises, reprenant son ancien itinéraire de patrouille. En dessous, les courants froids bifurquent vers le sud, s'écoulant vers des horizons lointains. L'aube se lève doucement sur l'archipel d'Hawaï. La mer scintille d'or. La lumière se reflète sur l'eau calme comme si l'océan tout entier respirait sous cette quiétude radieuse. Les pentes coralliennes descendent vers de vastes plaines sablonneuses. Ici, où le récif se confond avec le vide, le requin-tigre patrouille, Galéocerdo cuvier. Il est immense, près de 4 mètres de pure musculature et d'élégance, sa peau marquée de barres verticales sombres qui ondulent à chaque mouvement. Ce sont ces rayures qui lui ont valu le surnom de tigresse. Ses yeux sont grands ouverts et immobiles. Les minuscules demoiselles s'éparpillent au moindre contact de son ombre. Les mulets plongent dans le sable, leur museau barbu se confondant avec les grains. Le requin ne leur prête aucune attention. Elle cherche quelque chose de plus gros, de plus consistant. Autour d'elle, la lumière du soleil filtre à travers la surface, fragmentée par les vagues en rubans dorés. Elle se glisse entre eux. Une tortue marine fait surface, bondissant pour respirer. Le requin-tigre perçoit instantanément le mouvement. Sa queue se met à palpiter plus rapidement. Son corps se tend en une ligne fluide et continue. D'abord, il remonte lentement. La tortue replonge, ses nageoires ondulant doucement dans le bleu. Le requin approche. Un dernier spasme musculaire. Et à l'attaque, l'eau explose en un tourbillon blanc de bulles. Ses mâchoires se referment sur la carapace de la tortue. La force est immense. Les os craquent sous sa morsure. Il secoue la tête 1 fois, 2 fois, secouant sa proie jusqu'à ce que la mer se calme à nouveau. Puis, le silence. Ses mâchoires s'animent méthodiquement, broyant, dévorant, des fragments de coquillages flottent au fil du courant. De petites peaux de poisson s'y pressent, picorant les restes laissés par le requin-tigre. Au bout d'un moment, sa faim s'apaise. Son rythme ralentit à nouveau. Elle se penche en avant, entr'ouvrant légèrement la bouche pour goûter l'eau. Plus loin, quelque chose flotte à la surface. Un enchevêtrement d'algues enroulé autour d'un débris flottant intrigué, elle s'approche. Elle le frôle doucement du museau. Cela sent les algues, le sel et une légère odeur métallique. Elle le retourne 1 fois, l'examine, puis poursuit son chemin. Chez le requin-tigre, la curiosité est un instinct. Elle enquête sur tout, mort ou vivant. Navires, des tortues, scellés. Même les déchets humains, pour elle, chaque objet recèle potentiellement de la nourriture ou des informations. Tout près, un autre requin émerge de la brume, plus petit mais aux rayures similaires. Ils tournent lentement l'un autour de l'autre, s'observant du regard, sans agressivité, sans précipitation. Un instant, leurs motifs s'alignent parfaitement, comme 2 ombres jumelles se déplaçant à l'unisson. Puis, d'un coup de queue, elle poursuit son chemin seule. Bien qu'ils chassent seuls, les requins-tigres ne sont pas isolés. Leur territoire se chevauche et, dans certaines zones d'alimentation, comme les carcasses de baleines, les eaux portuaires peu profondes et les zones de nettoyage des poissons, ils se regroupent. Chacun à sa place. Elles sont basées sur le langage corporel arché. Je me déplace lentement. Virage soudain. Toute cette hiérarchie de signaux. Au lever du soleil, la lumière se teinte d'argent. Le requin s'éloigne vers le large, abandonnant les couleurs coralliennes pour s'aventurer sur l'étendue de sable. Ici, le fond marin est presque plat, seulement troublé par quelques raies ou des coraux épars. Il ralentit, scrutant la colonne d'eau à la recherche d'impulsions électriques, de faibles signes de proies enfouies. D'un coup de museau, il plonge et s'écrase sur le sable. Un nuage de poussière. Une raie cachée est libérée trop tard. Il la mord 1 fois et elle disparaît pendant des mois. Il voyagera d'île en île, suivant les courants chauds et les migrations de ses proies.
Certains jours, il profite des courants ascendants près des monts sous-marins. D'autres jours, il dérive le long des côtes où les oiseaux marins plongent pour pêcher. Ils reviennent toujours emprunter les mêmes routes à des profondeurs familières. Des scientifiques ont marqué des requins-tigres à Hawaï et les ont suivis des années plus tard, les retrouvant dans la même baie devant le même récif corallien. À la tombée du jour, la mer retrouve son calme. Il s'enfonce plus profondément, restant immobile à l'ombre d'un affleurement rocheux. Ses nageoires effleurent à peine l'eau. Un labre nettoyeur s'approche, picorant de petits parasites le long de son flanc. À la tombée du jour, les couleurs du récif s'estompent. La lumière vire à l'ambre, puis au rouge et enfin au noir. Le monde nocturne s'éveille. Les anguilles sortent en rampant de leur tanière. Les calmars émergent des profondeurs. Le plancton prolifère dans les nuages. Le requin-tigre reprend sa patrouille, sa silhouette fantomatique parmi les coraux. Des étincelles bioluminescentes scintillent dans son sillage, de minuscules lumières dessinant la courbe de sa queue. Il perçoit un faible pouls, le battement de cœur irrégulier d'un poisson blessé. Elle se tourne vers lui, guidée par des électrorécepteurs situés dans son museau. Ces capteurs peuvent détecter les battements de cœur d'une proie à plusieurs mètres de distance. Un poisson perroquet agonisant flotte près de la surface, blessé par une murène. Le requin remonte lentement et sûrement. Le poisson tressaille une fois, deux fois, puis disparaît dans sa gueule. Le requin-tigre est à la fois un chasseur et un charognard. Sans elle, les carcasses s'accumuleraient, les maladies se propageraient et l'équilibre serait rompu. Son appétit est essentiel à la survie du récif. Les semaines passent. L'eau se réchauffe. Le printemps cède la place au début de l'été. C'est la saison des amours. Loin des côtes, dans les profonds chenaux entre les îles, les mâles commencent à se rassembler. Ils patrouillent les frontières de son territoire, attirés par son odeur. L'un d'eux s'approche, tournant en rond et se rapprochant inexorablement. Son corps porte les cicatrices de rencontres passées. Lorsqu'il est trop près, elle se retourne brusquement. Exposant son ventre en guise d'avertissement, il marque une pause, hésite, puis entre. La rencontre est brève et intense. Une fois terminée, il s'éloigne en flottant, laissant des marques de morsures fraîches sur ses nageoires désormais enceintes. Elle portera ses petits dans son ventre pendant plus d'1 an. Chacun grandira dans sa propre poche, nourri par le vitellus jusqu'à ce qu'il soit prêt à nager. Pendant ce temps, sa vitesse ralentit, et il passe de longues heures à dériver au gré des courants entre les îles. Le moment venu, elle cherchera des baies peu profondes aux eaux calmes et chaudes. Là, près des racines des mangroves ou dans des lagunes sablonneuses, elle donnera naissance à une douzaine de petits, voire plus, déjà rayés et prêts à se débrouiller seuls. Les jeunes resteront près de la côte. Ils se nourrissent de crabes et de petits poissons, apprendre à percevoir les textures du courant et de la marée. Sa mère ne restera pas, elle retournera en eau plus profonde. Le soleil s'est couché à nouveau. La mer reflète la lune, pâle et infinie. Le requin-tigre glisse dans la pénombre autour de lui. Le Pacifique vibre d'une vie silencieuse, des baleines au loin, le crissement des crevettes, le doux murmure des courants caressant le corail. Un nouveau courant se forme, emportant vers l'ouest les derniers fragments de la tortue qu'il avait chassée. Des fragments de coquillages, des morceaux de chair et de minuscules particules de calcium coulent dans l'eau bleue. L'eau s'assombrit. La surface devient saumâtre. Des racines de mangrove apparaissent, s'étendant comme des doigts dans l'eau brunâtre. La visibilité diminue, le sel se retire. Ici s'achève l'océan du Tigre. Et des ténèbres de l'embouchure du fleuve émerge une autre forme. À l'embouchure du Zambèze, le fleuve et l'océan se rencontrent dans un tourbillon de monde. L'eau est pleine de limon. Elle brille comme de l'or sous le soleil du matin. Les racines des mangroves s'entrelacent comme de sombres veines dans la boue, ancrées la terre contre la marée agitée. Sous la surface opaque, une forme se meut, tête large, musculaire. Bien sûr, il s'agit du requin bulldog Carcharinus. Le cas, il glisse vers l'avant, sa nageoire dorsale fendant la surface un instant avant de disparaître à nouveau. Sa peau, gris pâle sur le dessus et blanche sur le dessous, se fond dans la lumière changeante autour d'eux. Les mulets scintillent d'argent tandis qu'ils se regroupent près de la limite entre l'eau salée et l'eau douce. Pour le requin bulldog, c'est la frontière entre deux mondes, les deux lui appartiennent. La marée commence à monter, inondant l'estuaire d'eau de mer.
Elle le perçoit grâce à de subtils changements chimiques au niveau de ses branchies. Son corps réagit instantanément, modifiant son taux de sel interne. Rares sont les créatures de sa taille capables d'une telle adaptation. Elle est une experte en adaptation, un prédateur adapté aussi bien à l'immensité de l'océan qu'au milieu confiné d'une rivière. Chaque coup de sa queue propage des vibrations dans l'obscurité. Ses sens dépassent la vue. Des électrorécepteurs détectent les faibles battements de cœur de ses proies dissimulées. Devant lui, une agitation se fait sentir. Un nuage de sédiments s'élève tandis que les poissons-chats fuient paniqués. Le requin attaque, se retournant avec une précision brutale. L'eau bouillonne sous l'effet du mouvement puis se calme. Dans le silence qui suit, il se nourrit. Ses mâchoires broient les os, percent la carapace lisse des écailles. Ses mouvements ralentissent à nouveau et il dérive au gré du courant, au rythme de la marée. À midi, le soleil est haut dans le delta. La chaleur se répand à la surface de l'eau et l'air vibre du chant des insectes. Sous l'eau, le monde est sombre et dense. Le requin bulldog se repose là où le courant ralentit. Le corps légèrement incliné vers le haut pour permettre à l'eau de couler sur ses branchies, de petits rémoras s'accrochent à son ventre, se nourrissant de restes et de parasites. Elle les tolère. Non loin de là, un autre requin bulldog apparaît, attiré par l'odeur du sang dans le courant. Ils s'approchent prudemment. Ils tournent en rond, conservant la même vitesse et la même distance. L'un effleure le flanc de l'autre. Un test, un avertissement. Inutile de se battre. La hiérarchie s'établit sans violence. Pendant quelques minutes, ils dérivent au gré du courant, leurs ombres se confondant dans la brume brune, puis ils se séparent. L'estuaire grouille d'activité. Des bandes dorades scintillent dans les eaux peu profondes. Des crocodiles rôdent à la lisière des roseaux. Les oiseaux volent en cercle au-dessus de nous, mais au fond de son organisme, le requin bulldog contrôle sa salinité avec une précision étonnante. Les cellules de ses reins et de sa glande rectale travaillent sans relâche pour maintenir cet équilibre. Cela lui permet d'aller là où aucun autre grand requin ne peut aller, dans les profondeurs des rivières. Lorsque la saison des pluies arrive, le delta se gonfle. Les eaux de pluie des hauts plateaux lointains inondent l'estuaire, charriant branches, feuilles et odeurs de terre. Le courant s'intensifie et le requin bulldog remonte le courant. Il se propulse contre le courant, ses muscles se contractant à un rythme régulier. Son voyage l'amènera à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, les mangroves d'antan, à travers les bancs de sable, s'aventurer dans les artères sauvages du grand fleuve africain. Plus on avance, plus l'eau devient douce. Le corps s'adapte, éliminant le sel et modifiant sa chimie interne. On ralentit près d'un large méandre où l'eau est chaude et peu profonde. Ici, la rivière regorge de vie. Tilapia, poisson-chat, petite tente, proie facile. C'est un lieu d'abondance et, plus important encore, de sécurité. Le requin bulldog décrit un ou deux cercles puis plonge vers les eaux peu profondes. Il est maintenant lourd, son ventre plein de petits. Chaque embryon est vivant et actif, se nourrissant des œufs non fécondés dans l'utérus. Le moment venu, elle se couche sur le côté et accouche l'une après l'autre. De minuscules répliques parfaites émergent, mesurant à peine 60 cm. Elles nagent aussitôt, instinctivement, vers le refuge des roseaux. La mère s'arrête un instant, les regardant se laisser envelopper par la rivière, puis elle se laisse porter par le courant. Votre tâche est terminée. Pour les jeunes, cette nurserie d'eau douce est un véritable sanctuaire. Ici, rares sont les prédateurs qui osent s'approcher. Les crocodiles représentent une menace, mais les juvéniles apprennent vite à rester dans les eaux peu profondes où les reptiles ne peuvent pas facilement faire demi-tour. Ils se nourrissent de crevettes, de petits poissons, de tout ce qu'ils peuvent trouver. En grandissant, leur instinct les pousse vers la mer, vers le goût du sel. La mer voyage au gré de la marée basse, suivant le cours du fleuve vers le rivage. En chemin, elle chasse au gré des opportunités, dipneustes, anguilles et même charognes échouées sur la plage. Son corps reste robuste malgré le long périple. Elle économise de l'énergie en utilisant l'électricité pour se propulser pendant des heures. Le fleuve se rétrécit, son courant s'accélère et son grondement s'approchèrent de la mer. Il coule à nouveau à l'ombre des mangroves,
À travers des remous de haut saumâtre où l'eau douce se teinte de bleu à l'approche du delta, la marée se retire et rejoint de plein fouet le courant du fleuve. La mousse s'accumule en lignes tourbillonnantes. Le requin bulldog fend le courant, contractant son corps pour garder le contrôle. Un dernier effort et la pression se relâche. Il est libre de l'eau. L'odeur de l'eau salée emplit à nouveau ses branchies. Il est de retour dans l'océan. Maintenant, en pleine mer, le monde change à nouveau. La visibilité s'étend sur plusieurs mètres. L'eau est fraîche, claire et bleue. Il longe le plateau continental, scrutant les profondeurs. D'autres requins bulldogs le rejoignent ici, voyageurs épars convergeant vers la même route migratoire. Ils se déplacent ensemble, sans grande coordination, mais jamais à l'entraînement. Au crépuscule, la mer s'illumine d'une douce lumière. Le requin bulldog glisse près de la surface, sa nageoire dorsale se détachant sur le fond étoilé. Ses yeux captent les reflets du plancton. Il se nourrit une dernière fois avant la tombée de la nuit. Un banc de carangues passe à proximité et elle plonge au milieu d'elle. C'est ici que le voyage s'achève. Des pépinières de mangroves à l'abîme ouvert, des chasseurs en eau peu profonde aux navigateurs en haute mer. Quelque part, au-delà de l'horizon, les requins glissent silencieux, gracieux, inarrêtables.